Une jeune fille, Becky, son mari Dan et son ami Hunter, aiment pratiquer des sports extrêmes. Lors d'une autre ascension du rocher, Dan fait une erreur et meurt. Un an après la mort de son mari, Becky devient dépressive et cesse de communiquer avec ses proches. Le soir, elle pense à son mari et tente de noyer son chagrin dans l'alcool. Un soir, Becky sort du bar pour rencontrer son père. Ce dernier tente d'expliquer à sa fille qu'un deuil interminable n'est pas la solution. Si la situation avait été inverse, il est peu probable que Dan aurait autant souffert à cause d'elle. Jour après jour, la jeune fille continue d'écouter le répondeur de Dan. Mais au bout d'un certain temps, le numéro devient inactif. Consciente qu'elle n'entendra plus jamais la voix de son mari, Becky décide de prendre le chemin le plus facile. Mais soudain, le téléphone sonne et Hunter vient rendre visite à Becky. Un ami dit que Becky a l'air très mauvais et il est temps de revenir à la normale. Hunter lui dit qu'il veut lui proposer quelque chose et Becky risque de ne pas aimer, mais Hunter lui conseille de ne pas refuser tout de suite. À 6 heures de là, il y a une très haute tour abandonnée, B67. Hunter a l'intention de l'escalader et propose à Becky de la rejoindre. La tour serait l'endroit idéal pour disperser les cendres de Dan. Becky refuse naturellement. Mais le lendemain, elle dit qu'elle veut escalader la tour. Hunter est ravi que Becky ait pris la bonne décision, et les filles partent ensemble escalader la tour. En route vers la destination prévue, les filles s'arrêtent dans un hôtel au bord de la route. Au cours du dîner, Hunter lui raconte qu'elle tient un blog vidéo où elle aime faire toutes sortes de choses extrêmes. Becky dit qu'il est plus facile pour Hunter d'être qui elle est, parce qu'elle est cool, et qu'elle a juste besoin d'être elle-même pour attirer l'attention du public. Un peu plus tard, après avoir appris que la recharge des téléphones est payante dans l'établissement, la jeune fille révèle une petite astuce. Comment recharger n'importe quel appareil en dévissant une ampoule d'une lampe. Une fois sur place, les filles ne prennent qu'une corde de 15 mètres, un bâton à selfie, un quadcoptère et quelques bouteilles d'eau. Le plan est simple, 2 ou 3 heures pour escalader la tour, prendre des selfies et disperser les cendres de Dan. Après tout ce qui s'est passé, une année de beuverie et d'absence d'entraînement, Becky est manifestement inquiète. Les mains tremblantes, elle commence cependant à monter les escaliers rouillés à la suite de Hunter. Plus il monte, moins la structure métallique est fiable. À chaque mètre, la force du vent augmente et l'oscillation de l'échelle rouillée devient de plus en plus forte. À environ 300 mètres, Becky casse un des barreaux de l'échelle et les filles décident de faire une petite pause. Becky commence à s'inquiéter qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle n'aurait pas dû accepter, mais Hunter, à sa manière habituelle, rassure son ami. Après avoir bu de l'eau et s'être reposé un moment, les filles poursuivent leur ascension. Après avoir terminé l'ascension de l'escalier intérieur et atteint la barre des 500 mètres, les deux amoureux de l'extrême se dirigent vers l'escalier extérieur, encore plus fragile. Cet escalier est encore plus délabré et semble ne tenir qu'à un fil. Alors qu'elle grimpe mètre après mètre, la peur de Becky prend le dessus et elle demande à son amie de redescendre. Mais celle-ci lui répond que si elle laisse Becky descendre jusqu'au sol, c'est que la peur l'a vaincue, ce qu'elle n'a manifestement pas l'intention de permettre. Après avoir franchi des obstacles sous forme d'antennes de communication, Hunter décide de donner un peu d'adrénaline à Becky, déjà effrayée. Un boulon s'est brisé et a volé jusqu'au sol, mais les filles ne s'en sont pas rendues compte. Arrivées au sommet, les filles prennent des selfies extrêmes. Elles tournent une vidéo avec un quadcopter. Les filles, les larmes aux yeux, se souviennent de Dan et dispersent ses cendres. Becky a enfin surmonté sa peur et est prête à aller de l'avant. Après quoi elle propose d'entamer la descente sur terre. Mais au moment où Becky commence à descendre l'échelle, la structure rouillée cède et ce qui devait arriver arrive. L'échelle s'effondre, mais heureusement une corde de sécurité permet à Hunter de retenir Becky et de lui éviter de tomber dans l'abîme. Hunter réussit ensuite à ramener Becky à la tour. Les filles sont choquées par ce qui s'est passé, mais sont heureuses d'avoir pu faire face à la situation. Hunter dit qu'il est dommage qu'il n'ait pas pu filmer un moment aussi épique. Mais à cette seconde, il réalise que la seule façon de descendre au sol est d'emprunter ces escaliers. Becky commence à paniquer, réalisant que la situation est extrêmement mauvaise. Ils sont au milieu du désert, sur une tour abandonnée, sans réception de téléphone portable, sans nourriture et avec toute l'eau contenue dans leur sac à dos, qui est tombée sur l'antenne parabolique et, en plus, Becky n'a même pas remarqué qu'elle s'est fait une profonde coupure à la cuisse. Hunter essaie d'être positif et nous assure que le bruit de la chute de l'échelle a dû être entendu tout autour et que quelqu'un doit être en train d'appeler les services d'urgence. Ils observent les environs à l'aide de jumelles. 5 heures plus tard,
les filles commencent à soupçonner que personne ne vient à leur secours. Hunter se souvient que son téléphone captait bien un signal en bas parce qu'elle a vu les likes sur Instagram. Cependant, elle ne peut pas savoir avec certitude à quelle altitude la connexion a été perdue. Espérant que la connexion est perdue tout près du sommet, Hunter attache le téléphone à une corde et le descend pour capter un signal, mais cela échoue. Becky propose de préparer un message à envoyer dès qu'il y a une connexion. Ils mettent alors le téléphone dans leur basket, le recouvrent d'un soutien-gorge et le laissent tomber. Elles ne savent pas si elles ont réussi à envoyer le message ou si le téléphone est tombé en panne, mais il ne leur reste plus qu'à attendre et à espérer que tout se passe bien. Un peu plus tard, Becky remarque un tatouage sur la jambe de Hunter, qui voit alors à travers des jumelles un homme avec un chien. Les filles se mettent à crier de toute leur force, mais la distance de 600 mètres se fait sentir. Personne ne peut les entendre. Becky commence à décoller et à lancer ses baskets. À un moment donné, l'homme remarque que son chien a clairement remarqué les chaussures qui volaient au-dessus de sa tête, mais il n'en tient pas compte et poursuit ses activités. Becky décide de tirer la fusée éclairante qu'ils ont trouvée dans la boîte, mais Hunter l'en empêche. Elle remarque qu'il y a une camionnette un peu plus loin et que quelqu'un s'y trouve, et qu'il vaut mieux attendre la nuit pour tirer la fusée éclairante afin qu'elle puisse être vue avec précision. En attendant la nuit, Becky revoit les vidéos d'elle et de son mari. Elle voit son ami regarder leur couple avec envie. Hunter dit alors que les gars à l'extérieur de la camionnette sont sur le point de partir et demande à Becky de lancer une fusée éclairante. Les deux hommes remarquent un missile de signalisation, ainsi que la lumière d'une lampe de poche des téléphones des filles et commencent à se déplacer vers la tour, réalisant que les filles étaient au sommet dans un piège mortel. Cependant, Hunter constate que les hommes ne sont pas du tout pressés de les secourir et qu'ils décident simplement de voler la voiture dans laquelle les petites amies sont arrivées. Becky revoit le tatouage sur la jambe de Hunter et lui raconte que son mari Dan n'a jamais dit « je t'aime », il a toujours utilisé le code 143, le code gravé sur la jambe de la jeune fille. Hunter avoue alors qu'elle a couché avec le mari de Becky et que leur relation a duré environ 4 mois. Elle s'excuse auprès de Becky et lui dit que c'est Dan qui est à l'origine de ce qui s'est passé entre eux. Hunter a mis fin à leur relation au bout d'un certain temps et, après la mort de Dan, elle n'a jamais pu être un soutien fiable pour Becky et l'aider à surmonter la tragédie parce qu'elle se sentait coupable. Becky dit que 24 heures se sont écoulées depuis qu'ils ont déposé le téléphone de la tour, et qu'il n'y a qu'une seule conclusion, soit ces 60 000 abonnés ne se soucient pas de la jeune fille, soit le message n'est jamais passé. Hunter dit qu'elle pourra peut-être récupérer le sac à dos accroché à l'antenne. Ainsi, ils auront de l'eau et surtout un quadcopter. Ils pourraient ainsi écrire un message et l'envoyer à l'hôtel où ils ont dîné. Becky a prévenu que c'était une mauvaise idée, mais son ami lui a assuré qu'il n'avait pas le choix. Avec toute sa volonté dans son poing, la jeune fille commence à descendre. Il manque alors un mètre à Hunter pour pouvoir attraper son sac à dos. Elle décide de se décrocher de la corde pour descendre encore plus bas, puis d'un bon coup de balancier, elle saute directement sur l'antenne. Elle récupère le sac à dos, mais un autre problème se pose, comment revenir ? À l'aide d'un selfie stick, elle accroche le sac à dos à une boucle de corde et saute dessus, au risque de tomber. Hunter crie à Becky qu'il faut maintenant travailler en équipe. Elle va grimper le long de la corde, et Becky doit tirer sur la corde aussi fort qu'elle le peut. Presque arrivée au sommet, Hunter glisse de la corde et tombe. Après cela, Becky a longtemps peur de regarder vers le bas se rendant compte que Hunter n'est plus. Mais heureusement Hunter est en vie. Elle a été en mesure de saisir le sac à dos, mais gravement blessé les mains et maintenant seulement de Becky dépend si elle peut sortir ou non. Finalement, en rassemblant toutes ses forces, Becky tire son amie de là et la sauve d'une mort imminente. Après avoir bu quelques gorgées d'eau, Becky écrit un message sur papier pour demander de l'aide, l'attache au quadcopter et l'envoie à l'hôtel, mais il s'avère soudain que la batterie du quadcopter est presque à plat et que les filles doivent rendre le quadcopter en urgence. Après être restée debout toute la nuit et avoir réfléchi au caractère désespéré de la situation, Becky porte son attention sur la lampe de signalisation. Elle se souvient que Hunter, au motel, a pu recharger son téléphone simplement en appuyant le chargeur sur les cellules d'alimentation de la lampe. La jeune fille est persuadée que cette astuce devrait fonctionner et recharger le quadcopter. Ils auront alors une réelle chance d'être secourus. Il ne leur reste plus qu'à grimper 9 mètres de plus. À l'aube, Becky entreprend l'ascension. Arrivée à la lampe de signalisation, elle essaie de brancher le chargeur. Mais les broches de la prise ne parviennent pas à s'enfoncer. Becky place une alliance en or à l'intérieur et la charge de la batterie s'enclenche. Dans cette position, Becky doit s'accrocher le plus longtemps possible pour charger le quadcopter au maximum.
La volonté de Becca de survivre était si forte que même ce maudit vautour ne pouvait l'arrêter. Une fois sa tâche accomplie, la jeune fille descend et envoie le quadcoptère à l'hôtel. Le quadcoptère n'est plus qu'à une douzaine de mètres de l'hôtel, mais un camion qui passe s'écrase sur le quadcoptère. Becky se met à hurler hystériquement, réalisant que la dernière chance de sauvetage a été perdue. Il sera presque impossible de survivre même cette nuit-là, et encore moins d'attendre plus longtemps pour être secouru. Becky décide de jeter son téléphone dans l'espoir que le message passera quand même et que le téléphone ne sera pas cassé. Elle demande ses baskets à Hunter, mais son ami lui répond soudain que ses baskets ne sont pas là. Becky ne comprend pas ce qui se passe et Hunter lui dit alors qu'elle est déjà morte. Alors que Becky tirait son ami le long de la corde, Hunter a craqué et est tombé sur l'antenne parabolique. Becky avait peur d'admettre qu'elle était seule, alors elle s'est imaginé que Hunter allait bien. Maintenant, elle va devoir faire face à la vérité. Le lendemain, Becky reste assise, immobile, tandis qu'un vautour picore sa blessure à la cuisse. Soudain, elle saisit l'oiseau par la tête, le tue et le mange pour reconstituer ses forces d'une manière ou d'une autre. Bien nourrie de fast-food, Becky descend le long de la corde jusqu'au corps de Hunter, puis compose un message pour son père sur son téléphone, disant qu'elle est coincée sur la tour et qu'elle a besoin d'aide de toute urgence. Elle glisse ensuite le téléphone dans son entraîneur, puis dans le corps de son ami, et la jette du haut de la tour. Dans la soirée, le père de Becky reçoit un message et informe tous les services. Il se précipite à la tour où plusieurs véhicules de secours se sont déjà rassemblés. Au début, le père de Becky ne trouve pas sa fille et lorsqu'il voit les sauveteurs envelopper le corps dans un sac mortuaire, il se rend compte qu'il est probablement trop tard. Cependant, dans les derniers instants du film, il entend Becky l'appeler depuis l'ambulance. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé, aimez cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, et à bientôt dans les prochaines vidéos.